Voilà, normalement c'est bon, j'ai admis tout le monde. Bonsoir à tous. Bienvenue pour ce webinar que va nous présenter Camille sur les syndromes canalaires. Camille qui est une experte de syndrome canalaire puisque ça fait longtemps qu'elle pratique le MG et qu'elle a vraiment l'habitude de diagnostiquer ces pathologies. Donc merci à tous de couper vos micros. Et puis Camille, je vais te laisser te présenter et puis commencer ta présentation. Bonsoir à tous, je sais pas si vous m'entendez bien. Du coup, moi je suis de base, je suis médecin MPR, j'ai fait le desk à l'ancienne, le desk de médecine du sport. Et j'ai découvert le MG parce que dans le service où j'étais en gros chef de clinique là à Vicenne, on était à côté des neurologues qui faisaient les EMG. Voilà, donc c'est comme ça que je me suis mise à l'EMG et je ne regrette pas, c'est vraiment passionnant et je vous encourage, vous médecins du sport, je pense que c'est la spécialité rêvée pour faire de l'EMG, des syndromes canalaires. Il n'y aura pas meilleur praticien que vous. Donc voilà, je vous encourage. J'espère que voilà, je vais vous montrer que le syndrome canalaire du sportif, c'est hyper intéressant. C'est pas si peu fréquent que ça. Voilà, donc faut vous s'y intéresser. Du coup, quand est-ce qu'on demande un EMG chez le sportif? Bah, le sport, hein, il y a des traumatismes directs, indirects. Déjà, il y a les causes traumatiques aiguës, on va dire. C'est pas celle qu'on va aborder ce soir, mais bon, c'est hyper intéressant. Par exemple, je sais pas, sur des accidents de cheval, de moto, j'en sais rien, des traumatismes plexiques. Le MG, ça va être en fait hyper important dès le démarrage, en fait, pour un peu faire la gravité, évaluer la gravité de la lésion, mais ça sera assez simple, hein. Vous aurez un patient qui a un déficit sensitif, moteur assez brutal, qui aura très mal. Et voilà, on va vous demander un EMG, vous allez faire un bilan, et puis après, l'EMG, voilà, il va vous servir donc voilà, de diagnostic, il va établir la gravité, puis vous allez vous en servir pour le suivi, voire pour la thérapeutique. Par exemple, sur une lésion du plexus, vous pourrez vous en servir à distance un petit peu par rapport aux séquelles. Vous pouvez, le chirurgien, en fait, le neurochir, il peut greffer des troncs nerveux qui vont bien, voilà, sur des muscles qui ont été touchés par une atteinte tronculaire périphérique. Donc voilà, là, vous allez servir à faire ces évaluations-là, c'est très intéressant. Il y a toutes les causes inflammatoires métaboliques qui existent, hein. Votre sportif, il peut très bien être touché par une pathologie quelconque, un personnage Turner, enfin voilà, j'en sais rien. Donc voilà les motifs. Et celui qui nous intéresse ce soir, c'est plutôt tout ce qui est microtraumatique, en fait les conflits de nerfs périphériques dans des structures ostéo-articulaires ou musculaires. Et vous allez voir que ça peut être hyper intéressant. Donc c'est très très important, hein, c'est pas si peu fréquent que ça, les pathologies tronculaires. Généralement, quand vous avez une douleur, quelque chose un peu, vous comprenez pas trop ce qui se passe, il faut penser à la pathologie tronculaire périphérique. Pourquoi chez votre sportif? Bah parce que le sportif il fait des gestes répétés déjà, il répète et répète certains gestes. Il y a des masses musculaires qui peuvent être augmentées, voire très augmentées, voilà, liées à sa pratique sportive. Il peut y avoir des kystes, enfin voilà, il y a plein de causes extrinsèques qui peuvent venir comprimer votre nerf. Et comme le nerf il est hypersensible à la compression, à l'étirement, bah, c'est le candidat parfait pour du tronculaire périphérique. Et attention, surtout attention à votre sportif, parce que le sportif, il va pas attendre d'être déficitaire avant de venir vous voir. Le sportif, surtout dans le haut niveau, ben, il a besoin de toutes ses compétences. euh, et donc, il va très rapidement, à la moindre douleur ou à la moindre sensation de fatigue, de faiblesse, il va venir vous voir pour vous demander ce qui se passe. Donc, ça peut être vraiment, le patient, il peut vous décrire une simple fatigabilité à l'effort d'un groupe musculaire. Et dans ce cas-là, il faut absolument penser aux pathologies tronculaires. Qu'est-ce qu'on peut explorer en EMG? Alors, tous les nerfs ne sont pas explorables. Plus ils sont périphériques, proches de la peau, plus c'est facile. Plus ils sont profonds, plus c'est difficile. Euh, donc, on peut explorer le long thoracique, plus ou moins indirectement, le nerf axillaire, le nerf spinal, hein, qui s'occupe des trapèzes, le suprascape, radial, le musculo-cutané ou cutané latéral de l'avant-bras, le BCI. On va aller, donc il y a il y a ça vient du plexus en fait, enfin ça vient des racines, ça crée un gros tronc sciatique et ce tronc sciatique il va se diviser en tronc tibial et en tronc fibulaire commun. Et donc on peut étudier le tronc tibial, le tronc fibulaire commun, mais également les branches qui en découlent. Donc sur le tibial, il y a le tronc sural qui est un tronc sensitif qu'on peut explorer. Et après le tunnel tarsien, on a le tronc plantaire, le tronc calcanéen inférieur, donc il y a le plantaire médial, plantaire latéral
le calcanéen inférieur qui est issu du plantaire latéral qui peut être exploré. Il y a une petite branche calcanéen médial, lui, on ne pourra pas l'explorer. Voilà, mais c'est assez difficile, hein. Plus distal dans le pied, les toutes petites branches nerveuses, elles sont très difficiles à explorer. Ce qui est névrome de Morton sur les petits interdigitaux plantaires, laissez tomber, c'est inexplorable, faut pas demander un EMG pour ça. Sur le tronc fibulaire commun, bah, il va se séparer en tronc fibulaire profond et superficiel. Ces deux-là sont facilement explorables. On peut explorer le nerf obturateur qui va s'occuper des adducteurs, le gros tronc fémoral qui est rarement lésé, hein, avec le petit tronc sensitif qui se sépare assez rapidement, qui est le tronc saphène interne, qui descend tout le long de la jambe. Et en proximal, on a le fémoro-cutané latéral, hein, la fameuse méralgie paresthésique, le nerf cutané postérieur de cuisse, l'ilio-hypogastrique, mais ça m'arrive quasiment jamais. Voilà, donc quelle est la place de l'EMG dans le syndrome canalaire? Bah, sa place, il faut rester en fait, je pense, très humble. On va dire que c'est une aide diagnostique, mais avant tout, ce qui est très important, c'est un examen clinique après un interrogatoire bien mené. D'accord? Donc l'interrogatoire, je vous rappelle, ça peut être une simple fatigabilité à l'effort. Le patient, il a du mal à décrire ce qui se passe et je vous raconterai d'autres histoires plus tard où ça a été des diagnostics qui ont pris des mois et des mois parce que je pense que les patients et les sportifs n'ont pas été assez écoutés. Donc c'est un examen complémentaire. Quand il est positif, il peut nous aider au diagnostic. Il peut aussi nous aider au diagnostic parce que quand on stimule notre tronc nerveux, déjà on peut restimuler la douleur du patient. Et ça m'est arrivé moi parfois de stimuler des branches nerveuses avec un patient qui me disait: ah mais c'est exactement ma douleur, c'est exactement ça. Voilà, donc ça peut aider. C'est un rôle pronostic aussi sur la sévérité et ça peut aider dans le choix du traitement. En gros, plus c'est sévère et plus il faut aller libérer le nerf chirurgicalement. Donc, qu'est-ce que on peut utiliser, qu'est-ce que j'utilise ou qu'est-ce qu'on peut utiliser dans le tronculaire périphérique, dans le syndrome canalaire? Ben, la triade clinique qui est proposée en fait par Elisabeth Haggert, elle est plutôt pas mal. Ça veut dire qu'au niveau, on prend notre examen clinique, on recherche un déficit sensitif moteur et elle utilise, c'est une grande, enfin, elle défend beaucoup le Scratch Collab Test ou le test d'effondrement par grattage, qui est un test où en fait on va aller, donc on va demander au patient de faire une rotation externe d'épaule par exemple, et on va aller gratter le nerf là où on pense qu'il est comprimé avec le doigt. Il y en a même qui soufflent simplement dessus, et lorsqu'on va retester à nouveau la rotation externe des membres supérieurs, et ben, il va y avoir un relâchement de la force, une inhibition de la force du côté où le nerf est irrité. Donc voilà, ça serait une inhibition motrice liée à une souffrance un peu chronique d'un nerf dans un passage. Donc il y a pas mal d'études qui ont été faites. Il y en a qui retrouvent des bonnes sensibilités et spécificités, d'autres non. Les meilleures études en tout cas qu'on a sur le Scratch Collab Test, c'est sur le nerf médian, le nerf ulnaire au niveau du membre sup. Et troisième élément qu'il faut prendre en compte dans votre examen clinique, c'est le test. En fait, c'est le test de Tinel, hein, tout simplement. On vient frapper sur un nerf là où il est irrité, où il est comprimé. On vient frapper dessus avec son doigt et ça peut recréer les douleurs. Donc, vous utilisez un peu ces trois pour à chaque fois que voilà, que vous suspectez une lésion, un syndrome canalaire périphérique, vous pouvez utiliser un peu cette triade clinique. Et elle sera bien sûr orientée par votre interrogatoire. L'examen clinique, bah, vous pouvez utiliser, enfin, il y a plusieurs choses pour tester la sensibilité. Là, je vous ai mis un peu toutes les zones sensitives. Ce que j'ai bien aimé, là, c'est sur Rigor, là, c'est un neurochir à droite. Vous voyez toutes les variabilités selon les personnes des territoires sensitifs. Donc, il faut être très humble hein, sur les territoires sensitifs. Il faut toujours se dire que, il y a de la variabilité anatomique. Ça dépend comment on est foutu, comment nos réseaux de câbles un peu sont faits, nos réseaux de nerfs. Donc voilà, il y a de la variabilité, mais globalement, ça respecte ces territoires. Et un truc, moi, qui m'aide beaucoup, parfois on a toujours des doutes sur ce qui est du radiculaire, ce qui vient d'une névralgie cervico-brachiale ou un nerf périphérique. Moi, dans mon expérience, je trouve que le nerf périphérique, le déficit sensitif, il est vraiment bien systématisé. Alors qu'une névralgie, les gens, ils vous diront toujours, ouais, c'est un peu ces doigts-là, c'est toute la main. Voilà, ils auront plus du mal à vous décrire une zone précise dans les névralgies que dans le syndrome canalaire périphérique, où là, vous aurez des vraies zones d'hypoesthésie ou de dysesthésie ou d'allodynie. Voilà. Donc, voilà en gros les zones. Euh, Ça peut varier, mais globalement, c'est ça.
On peut utiliser là, la petite roue là, de Weber. On peut l'utiliser pour tester la sensibilité. C'est des points qui sont plus ou moins écartés. On doit pouvoir différencier sur les pulpes. Il y a un certain chiffre qu'on doit respecter, mais on doit pouvoir différencier deux points au toucher avec la roue de Weber. Si on n'arrive pas à différencier deux points, c'est qu'on a un trouble sensitif. Pour l'examen moteur, alors moi je fais un petit truc rapide, je fais un petit truc de débrouillage sur l'épaule, adduction, abduction de la rotation externe, coude flexion extension, poignet extenseur radial. Je vais vous montrer, j'ai une petite vidéo. La main, voilà, je teste quelques muscles intrinsèques et extrinsèques. Je fais un bilan global et après, selon mon analyse à l'interrogatoire et un peu de débrouillage clinique, j'irai sur la racine que je suspecte lésée, j'irai faire après un testing de tous les muscles qui dépendent de la racine. Mais en gros, voilà ce que je fais. Du coup, le testing de débrouillage rapide pour les membres sup. Donc, on commence par l'adduction d'épaule, à les écarter. Ok, super. Ensuite, adduction à l'intérieur, très bien. Ensuite, de la rotation externe, il va falloir ouvrir. Ok, on y va. La flexion de coude. Ok. Dans cette position de l'extension de coude. Ok. Il va falloir tenir cette position. On teste l'extenseur ulnaire du carpe. Ok. Là, on va faire de la flexion du carpe. On y va. Ok. Extension. Ok. Et après pour la main. Du coup, pour le testing sur la main, on commence par donc, le fléchisseur, long fléchisseur du pouce, faut résister. Voilà. Pareil, long fléchisseur de l'index à fond, à fond, à fond. Du 5, on y va à fond. Ok. Ensuite, ça c'est pour les extrinsèques, pour les intrinsèques, pour abducteur du pouce vers le ciel. Allez, on y va, on résiste. Ok. Et pour l'abducteur ici du 5. Donc, il faut bien dissocier des interosseux en séparant. On y va. Celui-là, tenu vers l'extérieur à fond. Résister. Ok, c'est bon. Du coup, c'est important pour le testing moteur, surtout sur la main. Je vous ai mis à la fin, tout à la fin du diapo, je ne vais pas vous le faire là un par un parce que c'est très rébarbatif, mais je vous ai mis un peu tous les testings, comment on peut tester chaque muscle séparément. C'est très important d'être assez systématique et d'être assez rigoureux sur son testing de la main et de bien résister fort pour essayer voilà, de retrouver un déficit moteur. Il ne faut pas hésiter à mettre une résistance importante. Aussi, ça m'est arrivé comme des patients, moi, se plaignaient vraiment de fatigabilité à l'effort, par exemple à la course sur les releveurs, des choses comme ça, sur des suspicions de SP au col. Bah, je les ai fait courir et je les ai retestés testés après quand eux commençaient à ressentir la faiblesse. Pour tout vous dire, la plupart du temps, j'ai du mal, quand ils ressentent une fatigabilité à l'effort, au testing manuel, j'ai du mal à retrouver ce déficit. Souvent, c'est vraiment assez fin ce que ressentent les patients. Voilà, je vous avais parlé du Scratch Collab Test. Je vous ai mis, donc il y a plein d'études, il y en a qui sont très, voilà, des grands défenseurs du Scratch Collab Test. Beaucoup d'études retrouvent voilà, une bonne sensibilité, spécificité pour le canalaire du membre sup. Euh, bon, il y a aussi des études qui disent oui, on trouve une différence significative, mais en fait, c'est une force, la variabilité de la force, elle est tellement faible qu'en vrai, on n'est pas censé pouvoir, nous, faire la différence manuellement. Voilà, enfin, en tout cas, moi, je le fais aux patients. Il y a des fois, j'ai l'impression de l'avoir. Je ne sais pas s'il n'y a pas un peu de côté un peu suggestif aussi quand on pense savoir où le nerf est coincé. Voilà, mon avis, en tout cas, n'est pas tranché sur le Scratch Collab Test. L'imagerie, c'est là où je trouve ça hyper intéressant d'être médecin du sport et de faire du syndrome canalaire périphérique. C'est que, par exemple, pour l'échographie, ben, vous allez pouvoir utiliser vos compétences en échographie pour aller analyser morphologiquement le nerf, aller voir un peu sa structure. Est-ce qu'il est épaissi? Est-ce qu'il a perdu un peu son aspect en rayon de miel fasciculaire? Vous allez pouvoir comparer droite-gauche. Et surtout, vous allez pouvoir chercher des conflits dynamiques, soit des facteurs extrinsèques qui viennent comprimer le nerf, soit par exemple, je sais pas, le nerf au cou d'une instabilité ulnaire en flexion. Voilà, l'échographie est hyper intéressante. Et l'IRM aussi, elle est hyper intéressante parce que l'IRM, sur du neurogène aigu, sur quelque chose qui d'énerve vite, rapidement, de manière aiguë, vous allez retrouver un œdème assez particulier dans le muscle, un peu diffus, qui est ce qu'on appelle l'œdème de dénervation. Et dans les formes chroniques, bah là, on trouvera une amyotrophie graisseuse, une dégénérescence graisseuse qui est assez, voilà, qui peut être
vraiment spécifiques des atteintes chroniques. L'échographie aussi, elle est hyper intéressante parce que tous vos gestes thérapeutiques avant la chirurgie, elles peuvent être faits sous écho, infiltration périnerveuse, hydrodissection, et puis même il y a des chirurgiens maintenant, ils opèrent sous écho. Donc voilà, très intéressant dans notre spécialité d'avoir accès à à l'échographie par exemple pour le canalaire périphérique. Donc les objectifs, vous allez donc les objectifs de votre EMG, vous allez donc faire votre interrogatoire, votre examen clinique. Et puis là, vous allez suspecter une atteinte tronculaire, donc vous allez faire votre EMG, et en fait, avec cet EMG, vous allez essayer de trouver là où le nerf est coincé. Donc vous allez faire une étude le long du nerf, vous allez passer au-dessus et en dessous de là où vous pensez qu'il est coincé, et on va essayer de trouver le niveau lésionnel. Donc ça, avec la stimulation sensitive et motrice, mais aussi avec votre aiguille à la détection. Ça vous donnera aussi des infos sur le niveau de gravité de la lésion. Alors ça peut être normal, hein, vous pouvez avoir du syndrome canalaire avec un EMG normal, c'est pas du tout anormal. Vous pouvez avoir un nerf qui est juste un peu comprimé, de la norapraxie, puis vous pouvez avoir une lésion, on va dire, complète de la gaine du nerf, voilà, très grave, avec l'axone qui est complètement lésé. L'EMG vous renseignera là-dessus. Et c'est aussi assez pronostic parce qu'on a des moyens, en écoutant les muscles, de savoir si le muscle est en train de réinnerver, si le nerf, en gros, récupère et redonne à manger à votre muscle. Alors, comment comprendre un rapport d'EMG? Donc, c'est pas forcément simple à comprendre, c'est beaucoup de tableaux. Il y a beaucoup de blabla, on ne comprend pas forcément. En gros, vous avez une partie de conduction motrice, vous avez une partie de conduction sensitive, parce que les nerfs, la plupart des nerfs sont des nerfs mixtes. Les nerfs périphériques, la plupart sont sensitifs au moteur. Il y en a, ils sont juste sensitifs, d'autres juste moteurs. Mais bon, en tout cas, voilà, vous avez une analyse de ces deux parties. Voilà, juste un truc qu'on ne peut pas explorer en EMG, c'est certaines fibres qui ne sont pas myélinisées, des fibres sensitives de la douleur, les fibres C. Et c'est pour ça, je pense que souvent on a des EMG qui sont normaux, on a des gens qui ont mal, qui souffrent avec des EMG normaux. C'est qu'on n'est pas bon pour quand il y a juste une atteinte de ces fibres-là ou sur les formes super précoces. Et après, il y a la partie avec la petite aiguille, on va se mettre dans des muscles, on va aller écouter les muscles au repos et en contraction. Donc là, vous avez deux tableaux, je vous ai mis deux tableaux, un sur la conduction motrice, un sur la conduction sensitive. Donc, qu'est-ce qu'on va étudier? Donc, la latence, c'est le temps que le signal entre notre stimulateur et la réception sur un muscle ici. Donc ça, c'est une forme de vitesse en fait, hein. Quand on ne peut pas faire une conduction avant, après la compression, bah, on utilise la latence distale. C'est une forme de vitesse de conduction. On va regarder les vitesses, hein. Par exemple, là, on a un patient, il a une vitesse ralentie au niveau du... Normalement, le nerf ulnaire, il n'est pas censé ralentir. Il était à 54 en bas, il devrait être au moins à 54 au niveau du coude. Bah non, il est à 40. Donc il y a un ralentissement de la vitesse. Ici, sur un canal carpien, il y a des allongements des latences. La limite, c'est 3,7 pour le nerf médian au canal carpien. Là, il est largement au-dessus de la norme. Et on va avoir les réponses, les amplitudes des potentiels moteurs ici. Et on va voir que les potentiels moteurs de ce patient sur les courts abducteurs des pouces qui sont innervés par le médian, bah, ils sont réduits. Voilà. Donc on a plein de choses qu'on peut analyser. Et en sensitif, on va regarder les vitesses de conduction sensitive sur ces nerfs médians. Elles sont très basses, elles sont en dessous de 45. On voit là sur son ulnaire gauche, bah, il a 47 de vitesse, ça c'est normal. Sur le médian, les vitesses sont basses. Et on voit que les amplitudes également sont basses, elles sont trop basses. Donc il y a une atteinte axonale sensitive et une atteinte aussi, une altération de la vitesse. Il y a une atteinte motrice des nerfs médians et il y a un ralentissement du nerf ulnaire au coude. Donc on a des normes théoriques évidemment, hein, on a des théoriques, mais quand même, ce qui normalement doit être fait, ce qui n'est pas tout le temps fait, mais normalement doit être fait, on est censé comparer avec le côté sain pour voir ce qui est, on va dire, la norme, sa propre norme, en fait, c'est son côté qui va bien. Donc normalement, dans les comptes rendus EMG, vous devriez avoir des comparaisons entre les deux côtés. Donc qu'est-ce qu'on attend, nous, dans l'EMG? Qu'est-ce que vous devez attendre de votre EMG dans les syndromes canalaires? Alors, soit il va être normal, il ne faut pas lâcher le diagnostic parce que l'EMG est normal. C'est une erreur qui est souvent faite et les gens se retrouvent un peu perdus alors qu'ils ont des vraies douleurs. Donc un EMG normal n'élimine pas du tout le diagnostic. Et quand le nerf commence un peu à s'abîmer, ben, on peut avoir dans la détection sensitive et motrice un ralentissement. Donc vous avez un nerf, il est comprimé entre un point A et un point B, il est comprimé. Donc quand vous allez stimuler en A, puis stimuler en B, puis stimuler sur un autre point en C, la vitesse entre B et C elle sera normale et la vitesse entre A et B, ben, elle sera ralentie.
On peut voir même une altération, ce qu'on appelle un bloc de conduction, une réduction de l'amplitude de la réponse motrice ou sensitive entre ces deux points, et voire même quand le nerf est très abîmé en distalité, ben, on aura une réduction des amplitudes des potentiels. Et au niveau sensitif, les réponses, elles peuvent être pareilles. Une atteinte axonale, les réponses peuvent être diminuées ou alors juste ralenties. Hein, voilà, donc c'est soit un peu la gaine de myéline qui est atteinte, ça ralentit, soit ça va aller toucher l'axone, et là, ben, vous allez avoir une réduction des potentiels sensitifs. La détection, donc ça se fait à l'aiguille, c'est pas très agréable, mais bon, pas plus que la conduction sensitive ou motrice où on envoie des gros coups de courant. Et cette détection, donc, elle se fait à l'aiguille. C'est très important que le patient soit coopératif parce qu'il faut vraiment qu'il soit complètement au repos, qu'on puisse écouter s'il y a des activités de repos anormales. Donc on met une aiguille dans le muscle. On écoute au repos, être sûr qu'il n'y ait pas d'activité de repos, et après on se fait de la contraction résistée avec l'aiguille dans le muscle, c'est pas très agréable, et on va regarder les potentiels d'unité moteur, on va regarder leur forme, comment ils sont recrutés par le muscle, et ça va nous renseigner un petit peu sur le muscle et surtout sur ce qui amène à manger au muscle, c'est-à-dire le nerf. Donc, qu'est-ce qu'on attend de cette partie sur la détection? On attend à retrouver un syndrome neurogène, surtout ça c'est dans les formes, en fait les formes sévères, avec un muscle qui est au repos, normalement il doit faire aucun bruit. Si quand vous mettez votre aiguille dans le muscle, au repos, ça se met à faire des fibrillations, enfin voilà, on a des potentiels qu'on peut analyser. S'il y a du bruit au repos, c'est pas normal, ça veut dire que le muscle est en train de dénerver, qu'il a perdu, il a perdu des parties des axones qui arrivent à lui, et donc c'est pathologique. Et puis en activité, si il y a un appauvrissement et une accélération des potentiels d'unité motrice, bah, ça c'est pas bon, c'est que c'est un syndrome neurogène. Et puis avec le temps, on va avoir des unités géantes hein, en neurogène chronique. Et puis après, il va y avoir une réinnervation, on va avoir des petites unités polyphasiques qui signent une réinnervation. Quand il y a réinnervation. Ça, quand même, les anomalies en détection dans le syndrome canalaire, c'est que le patient, ça fait un moment qu'il traîne son truc et que voilà, qu'on s'est pas activé avant pour trouver ce qu'il avait, mais c'est quand même rare que j'ai des anomalies à la détection dans mes syndromes canalaires de sportifs. En gros, ils se sont plaints bien avant et vous les aurez diagnostiqués bien avant. Donc au total, votre EMG dans le syndrome canalaire, il peut être complètement normal, je le répète, c'est hyper important de ne pas dire ah bah le EMG est normal, bah c'est pas ça, mais non. Dans la plupart des cas, votre sportif, il sera très attentif en gros à ses douleurs, à son ressenti de fatigue, et le EMG sera normal alors qu'il a des symptômes. Ensuite, quand le nerf commence à être un peu abîmé, la gaine de myéline, on va avoir des ralentissements de la conduction, sensitive ou motrice, et puis des blocs de conduction, et puis après, quand le nerf est encore plus abîmé, ben, on peut trouver une atteinte axonale sous-jacente avec une perte axonale à la conduction et aussi une atteinte, un syndrome neurogène en détection musculaire avec l'aiguille. Voilà un peu vos différentes étapes d'évolution de votre EMG sur le canalaire. Donc les limites de l'EMG. Les limites de l'EMG, ben, déjà c'est opérateur dépendant. C'est patient dépendant, patient pas du tout relâché, c'est l'enfer parce qu'en fait on n'arrive à rien. La contraction musculaire, il faut que le patient soit détendu. S'il est contracté, ça bloque complètement la conduction et on ne peut pas faire l'exploration à l'aiguille. Il y a des erreurs techniques, voilà, la chaleur de la peau aussi peut jouer. Si les patients ont mis de la crème, la peau épaissie sur les doigts des travailleurs manuels ou des sportifs, bah, ça peut vachement gêner. On ne peut pas analyser la conduction sensitive avec une peau épaissie sur les doigts. Voilà. Il peut y avoir aussi vraiment, ça c'est opérateur dépendant, mais pas forcément de la faute de l'opérateur, mais des erreurs d'interprétation quand un patient présente deux lésions sur un nerf, par exemple. Voilà, c'est très difficile à interpréter. Voilà, ou alors il y a beaucoup de variantes de l'anatomie. C'est pour ça que c'est très important de comparer du côté contralatéral, parce que généralement on est symétrique. Voilà, il y a des variantes qui peuvent être mal interprétées. Ne pas oublier, je vous ai dit, ça peut être normal parce qu'il y a des fibres douloureuses qui ne sont pas évaluables en EMG et puis parce qu'au tout début, voilà, l'EMG est normal. Donc surtout, n'éliminez pas un diagnostic si vous y croyez, si votre examen clinique, votre interrogatoire colle. L'EMG, c'est une aide diagnostique, mais ça reste un examen complémentaire. Il doit pas, s'il est normal, il n'élimine pas votre diagnostic.
Donc vous avez voilà, votre interrogatoire, très très important, vous avez votre triade clinique, et après vous utilisez vos examens complémentaires, l'EMG et les différentes imageries, et tout ça, ça vous permet normalement de faire un diagnostic. Donc on va essayer voilà, de voir différents... j'ai pas pu tout présenter, parce que déjà on pourrait passer 1 heure, 2 heures sur chaque syndrome canalaire, mais il y a plusieurs syndromes canalaires qui sont assez classiques. Au membre sup, le nerf médian, bah, en vrai, par argument de fréquence, c'est le plus fréquent, le nerf médian. La plupart du temps, il est comprimé en bas, là, au canal carpien. Donc à l'interrogatoire, les gens vont vous dire qu'ils ont des paresthésies dans le territoire médian au niveau de la main. Ils pourront avoir des faiblesses sur les muscles ici ténariens, donc court flécheur du pouce, opposant du pouce, court abducteur du pouce. Premier, deuxième lombrico, mais ça, vous n'arriverez pas à les tester. Voilà, donc les patients vont vous dire aussi, j'ai des douleurs la nuit, ça fourmille à fond la nuit, j'ai des douleurs dans le poignet, j'ai des douleurs dans l'éminence ténare. Voilà. Si on reprend la triade clinique voilà, de Elisabeth Hagert, là, on peut reprendre sa triade clinique, elle est hyper bien faite. Elle a publié un article avec un peu les triades cliniques de tous les syndromes canalaires un peu classiques. Et elle vous dit, bah voilà, pour le canal, le syndrome du canal carpien, on a au niveau du pouce, hein, ces muscles-là en fait qui sont déficitaires, les muscles ténariens. On retrouve un scratch collaptès positif au canal carpien. Et on peut retrouver un signe de Tinel, en fait, une percussion de la zone comprimée qui est douloureuse. Ensuite, on peut aussi avoir, vous voyez là sur le schéma, il y a d'autres branches qui peuvent être touchées, plus hautes, hein. Le nerf médian, il n'est pas réduit qu'au canal carpien, surtout chez nos sportifs. Alors, il y a un truc qui est très à la mode en ce moment, c'est l'acertus fibrosus. Ça peut toucher nos sportifs, bien que ça ne soit pas, j'en ai pas trop eu, je crois. Ça touche beaucoup les travailleurs manuels qui utilisent beaucoup l'avant-bras. Et pour moi, il faut quand même l'évoquer, l'acertus, quand vous avez un patient qui a vraiment des symptômes typiques médians et qui a un EMG qui est quasi normal, quoi. Quand il n'y a vraiment pas de corrélation entre l'EMG et l'examen clinique, ben, on peut se poser la question. Il faut aller chercher au-dessus s'il n'y a pas en plus une compression au lacertus. Voilà. Vous pouvez avoir, donc je vous remonte le syndrome du rond pronateur, hein. Le nerf, il peut être coincé un peu plus haut, là, au niveau du muscle rond pronateur. Donc c'est après la branche motrice, hein, la branche motrice du rond pronateur est épargnée, puis ensuite il traverse le rond pronateur, et là, il peut se retrouver un peu coincé, surtout quand il y a une hypertrophie musculaire. C'est des douleurs de l'avant-bras, il y a une fatigabilité diffuse plutôt dans tout ce qui est fléchisseur, territoire médian. La douleur peut être majorée en pronation, pronation contrariée. On peut retrouver un petit peu plus cette douleur. Qu'est-ce qu'on pourrait retrouver à l'EMG? Bah, l'EMG pourrait retrouver une altération de la conduction entre une stimulation au-dessus du coude et une réception en dessous du coude. Ça pourrait ralentir, on pourrait avoir un bloc de conduction. Euh, et puis on pourrait avoir, si on a un canal carpien associé, on peut avoir une augmentation de la latence distale aussi, par exemple. On peut avoir l'atteinte sensitive. Et en détection, si jamais la compression est sévère, ben, on retrouvera des anomalies à la détection dans les muscles qui dépendent du territoire. En dessous là, du rond pronateur, tous ces muscles pourraient être touchés par un syndrome neurogène à la détection à l'aiguille. Moi, je vais vous raconter là maintenant une petite histoire qui m'est arrivée, un patient où j'ai vraiment bien galéré. En plus, c'était un patient un peu fatigant, un peu insupportable, qui se plaignait beaucoup et je galérais vraiment sur ses douleurs de poignet. Donc il faisait de l'escrime, il faisait de l'épée. Du côté où il tenait son épée, il avait des grosses douleurs de poignet. Alors au début, on est parti, il avait des douleurs plutôt peut-être de la face dorsale. Je sais même plus si on est parti là-dessus parce qu'on trouvait rien d'autre. Il avait un petit kyste sur sa dossière. Donc bon, on est parti sur ce kyste, on l'a infiltré. Ça n'a rien changé. Et puis après, bon, il est revenu me voir plusieurs fois. On n'y arrivait pas trop. Et il me dit, mais j'ai des douleurs là du poignet. Il avait vraiment des douleurs articulaires du poignet. Il me montrait plutôt le bord ulnaire du poignet. Et je me suis dit, bon, bah, je sais pas, j'étais un peu perdue à ce moment-là. Je me suis dit, je vais lui faire un EMG. Et là, à l'EMG, en fait, on retrouve, hein, on voit à l'EMG, alors ça, c'était un EMG de contrôle. Je vais pas retrouver le premier EMG qu'on a fait, mais on voit qu'en fait, sur le nerf médian droit, il a une latence distale qui est très augmentée, hein, comparée au gauche où il a 3,44. Là, on a 4,38.
On voit qu'il y en a 50 au niveau de la 45 des doigts, 50 la paume, bah là il était à 33, 35 du côté droit. Donc en fait, euh, et puis après en plus je suis allée redemander au radiologue et le radiologue me dit ah mais c'est vrai qu'en échographie j'ai vu que son nerf médian était énorme. Et il l'a jamais écrit dans les comptes rendus parce qu'on s'intéressait à ce kyste issu de la dossière. Donc voilà, en fait, après, il a été infiltré. Ça a très bien marché, ça a diminué ses douleurs. Et au final, il s'est fait opérer de son canal carpien. Voilà. Lui, l'histoire aussi. Voilà, donc oui, ici, ce que je voulais dire, c'est que le nerf médian, il innerve aussi la capsule articulaire. Et que parfois, je vous ai dit, hein, les douleurs sont pas typiques, ça peut être un peu trompeur. Et là, c'était le cas chez lui. Donc voilà, on est parti sur une douleur du poignet. Le pauvre, il a eu deux infiltrations qui ont servi à rien pour qu'au final, ça soit en fait simplement un canal carpien. Mais c'est sûr que c'est un homme de 24 ans, c'est pas le premier truc auquel on pense. Alors, le nerf ulnaire, il est aussi très très touché chez nos patients sportifs. Pourquoi? Parce que souvent, il est touché au niveau du coude, plus rarement au niveau du canal de Guyon. Au coude, en fait, il passe dans un tunnel osseux où il peut être, si on fait un sport avec l'utilisation du membre supérieur, il peut subir des flexions-extensions toute la journée. Il suffit qu'il soit instable, qu'il passe de l'autre côté pour que ça l'irrite à fond. Donc c'est un nerf qui est très souvent quand même touché. Donc vous avez la forme distale sur le canal de Guyon, c'est certains sports avec des traumas répétés sur le canal. Alors attention, le canal de Guyon, c'est pas comme un canal carpien, c'est pas un truc hyper étroit, c'est un peu moins serré, c'est un peu moins rigide que le canal carpien, mais bon, sur les gens en fauteuil roulant, par exemple en handisport ou voilà, sur des gestes répétés, on peut très bien avoir une atteinte au canal de Guyon. Donc là, on aura seulement, donc si vous regardez le petit schéma, là, on aura seulement de toucher les muscles en dessous en distalité du canal, donc les muscles de l'éminence hypothénare et ceux qui sont issus de la branche palmaire profonde, donc surtout les interosseux, voilà. Donc ça, c'est typique canal de Guyon, ça ne touche que en distalité, atteinte sensitivo-motrice en distalité. Après, quand on arrive sur le coude, ben, on est un peu plus haut, donc il y a plusieurs, il peut être comprimé à plusieurs endroits, le nerf. Déjà, il y a ce qu'on appelle le snapping triceps. Je pensais que c'était un truc qui n'existait pas, qui avait été décrit, mais je vous raconterai après que ça m'est arrivé. Voilà, avec un chef médial du triceps un peu hypertrophique qui, en dynamique, repousse le nerf ulnaire et comprime le nerf. Voilà, il y a différentes arcades fibreuses, voilà, où le nerf aussi peut être comprimé, jusqu'à l'arcade du fléchisseur ulnaire du carpe qui est un peu plus bas. Voilà. Donc là, l'arcade de Struthers, dans le canal, au niveau voilà, ligament d'Osborne, ou un peu plus bas, au niveau de l'arcade du fléchisseur ulnaire du carpe. Voilà, donc quand vous avez une atteinte qui est plus haute, en fait, bah, vous avez aussi un déficit moteur des muscles sous-jacents, hein. Voilà, ça peut être le fléchisseur ulnaire du carpe peut être touché, fléchisseur profond du 5, du 4, du 5. Vraiment à tester sa contre-résistance, vous testez fort, surtout le 5, là vous allez le tester vraiment, vous mettez tout votre poids. Et sur certains nerfs ulnaires, vous verrez il est déficitaire. Autre chose, ne pas oublier quand même les syndromes du défilé thoraco-brachial. Alors j'en parle pas ce soir parce qu'on pourrait passer 2 heures à parler du défilé thoraco-brachial, mais la plupart du temps, ça touche au niveau du plexus, le tronc primaire inférieur, et donc ça donne des symptomatologies pseudo-C8T1 ou ulnaire. Voilà. Seule différence quand même, c'est qu'on a une atteinte du BCI. Au niveau sensitif, on a une atteinte du BCI là, dans les syndromes du défilé thoraco-brachial qu'on n'a pas dans les atteintes ulnaires ou dans les atteintes C8T1. Voilà. Nerf ulnaire, lui, ça m'a marqué parce que ça m'a un peu vexé ce qui s'est passé, mais c'est un nageur qui m'a envoyé parce que il nage et au bout d'un moment, je sais plus s'il faisait du papillon ou du crawl, j'ai oublié. Mais quand il nage, au bout d'un moment, il sent que ses bras deviennent faibles, il a du mal en fait à nager, il a l'impression que ses avant-bras ils deviennent hyper congestifs, qu'il n'arrive plus à utiliser ses avant-bras, quoi. Il y a une vraie, lui, s'il décrit une fatigabilité musculaire, et on l'envoie à l'INSEP et euh, il vient avec un EMG, il a fait un EMG parce qu'il était en pôle jeune, je sais plus où dans le Nord, il a fait un EMG qui est normal. Et il me dit, mais enfin, en fait, moi, il faut trouver une solution, ça va pas du tout, quoi. Donc je l'envoie en radio faire une échographie, et puis tout est normal. Enfin voilà,
Il n'y a pas de luxation des nerfs, les nerfs ils sont normaux. Et là, le radiologue me dit, ah, par contre, il y a un snapping triceps. Donc voilà. Donc là, je me pose la question, je me dis quand même, la probabilité, c'est que le nerf, ça soit plutôt une compression du nerf au nerf dans la gouttière. Et enfin voilà, le snapping triceps, qu'est-ce qu'on va en faire quand on va pas lui toxiner un nageur? Si on lui toxine ses triceps, bah, il va pas réussir à nager fort longtemps. Voilà. Donc on est un peu, on se pose la question, est-ce qu'on fait une hydrodissection? Mais d'où vient cette compression? Donc ce nageur, je l'envoie nager à la piscine à l'INSEP. Dès qu'il sort de l'eau, je lui fais le l'EMG, j'essaye vraiment de retrouver des signes de ralentissement au coude. Et puis mon EMG, il est normal, j'en fais un, il est normal. J'en fais un du coup après effort, après la piscine, au moment où il a les symptômes. Le EMG est normal. On finit par faire une infiltration des deux gouttières ulnaires, parce que je le fais voir par une chirurgienne. On finit par lui faire une infiltration qui le soulage un peu, mais c'est pas parfait. Et un an plus tard, en fait, la chirurgienne me dit, bah, il est revenu me voir. Bah, je l'ai envoyé voir un collègue avec qui je travaille en EMG habituellement, et il a retrouvé une atteinte au coude. Donc j'étais un peu vexée, mais en fait, l'histoire veut qu'en fait c'est comme ça. Les syndromes canalaires, très souvent le EMG est normal, et au bout d'un moment, ça finit par voilà, présenter des anomalies. Donc faut pas hésiter à réitérer l'examen au bout de 6 mois, un an. Voilà, si on n'a toujours pas trouvé de solution, faut pas hésiter à le faire. Il a été opéré de ses deux nerfs ulnaires et il va bien. Autre histoire un peu marrante, bon ça c'était pas, voilà, c'était un peu particulier, mais c'est un maître d'armes d'escrime, il devait faire du fleuret. Il me raconte que, il y a du côté gauche, là, dès qu'il remonte sa manche, dès qu'il remonte ou qu'il tire comme ça son bras, dès que sa manche touche le bord de son poignet, il se prend une décharge électrique, quoi. Voilà, donc je fais un EMG, il y a une altération en fait à l'EMG de la branche cutanée dorsale qui est issue du nerf ulnaire. C'est une toute petite branche qui fait le dos de la main. Et bah, lui, en fait, il avait une variante anatomique. Donc c'est Jérôme Renou qui a fait son écho. Il y avait une variante anatomique. Voilà, avec en plus un petit névrome en fait hein, sur ce nerf. Voilà, il a eu un peu de corticoïdes autour, à côté de ce névrome et pareil, il a complètement guéri. Donc attention à l'anatomie, il y a beaucoup de variantes de l'anatomie, donc il faut toujours être très humble sur sa clinique et ses observations. Le nerf radial, ça j'en ai pas eu beaucoup, alors j'en ai souvent en EMG, on me demande souvent de faire des EMG pour rechercher des compressions de la branche interosseuse postérieure au niveau de l'arcade de Freuse. J'ai jamais d'EMG anormal, hein. Voilà, j'en ai eu un normal, mais c'était un personnage Turner. Sinon, chez les sportifs, franchement, quasiment jamais. Donc, c'est une branche hein, qui est issue du nerf radial, donc voilà, qui se sépare ici et qui s'occupe de tous ces muscles-là, extenseur linéaire du carpe, extenseur des doigts, extenseur propre de l'index, voilà. Donc, tous les muscles là sont répertoriés. Donc ça peut, cette branche sensitive, en fait, cette branche, pardon, motrice, purement motrice, hein, et pas sensitive, elle peut être coincée entre les chefs, deux chefs du muscle supinateur, et lors des supinations, pronosupinations répétées, ben, coincer le nerf, et à force, le nerf, il n'aime pas être coincé, donc au bout d'un moment, il va envoyer des douleurs qui peuvent ressembler un petit peu à des épicondylalgies, mais en fait un peu plus basses. Il faut penser quand même à syndrome canalaire chez des gens qui ont des diagnostics d'épicondylalgie avec une échographie quasi normale, des épicondyliens qui prennent pas du tout le Doppler, le tendon qui prend pas du tout le Doppler en écho, avec une douleur un peu plus basse sur l'avant-bras. Ben, faut quand même penser à ce diagnostic. Et d'ailleurs, si vous n'êtes pas sûr, vous avez un doute, vous pouvez faire un test anesthésique ou une hydrodissection au niveau de l'arcade de Freuse, là autour du nerf. Et si ça améliore les symptômes, c'est que c'était ça. Donc très important, les tests anesthésiques ou les hydrodissections, les tests aux corticoïdes, ça peut être des très bons moyens. Si ça marche, c'est que c'était ça, quoi. Donc quand on a un EMG normal, mais qu'on est sûr du diagnostic, faut pas hésiter à proposer aux patients, voilà, parce que ça peut très bien marcher et ça peut être voilà, une preuve que c'est bien le bon diagnostic. Voilà, pour ce nerf interosseux, donc des douleurs un peu plus basses que les épicondyliens, pas loin de la tête radiale, fatigabilité dans les muscles que cette branche innerve. Et attention, pas d'atteinte sensitive. J'ai vu traîner dans des bouquins
qui avait une atteinte sensitive, mais pas du tout. C'est une branche qui est purement motrice, hein, la branche interosseuse postérieure. Il y a un article en fait qui publie un truc sur des volleyeurs qui ont des atteintes de l'interosseux postérieur associées donc à un double crush syndrome associé par en fait par choc direct sur la branche sensitive du nerf radial qui ont une double atteinte. Mais c'est extrêmement rare, hein. La plupart du temps, c'est purement moteur. Qu'est-ce qu'on pourrait retrouver à l'EMG? Ben, entre sus-coude et sous-coude, comme d'hab, un ralentissement de la vitesse, un bloc de conduction, voilà, des réponses axonales sensitives motrices diminuées, ou alors en détection des anomalies. Voilà, moi j'en ai jamais eu, sauf je vous dis pour un personnage Turner qui aime beaucoup la branche interosseuse postérieure, d'ailleurs, comme le nerf, le long thoracique, c'est des localisations que la maladie de personnage Turner aime beaucoup, je ne sais pas pourquoi. Ça, c'est une autre patiente que j'ai eue à l'INSEP, encore une escrimeuse. Je m'occupais du pôle escrime, donc forcément, j'ai eu beaucoup d'escrimeurs, mais j'étais pas là, je sais plus où j'étais. Enfin, je vois cette patiente qui était une patiente du pôle, qui en fait se plaint depuis un moment de douleur de la main droite, là où elle tient son sabre. Et elle avait vu du coup un de mes collègues au tout début qui avait une douleur du bord radial qui pensait un peu par argument de fréquence à un syndrome du croisement. Voilà, et elle avait des petites douleurs bord radial du poignet, donc voilà, elle l'envoie à l'écho et puis l'écho revient strictement normal, quoi. Ensuite, elle consulte un autre collègue suite à ça, qui trouve, elle, qu'il y a des douleurs au niveau de la main. La patiente, en fait, elle dit, ouais, mais en fait, j'ai aussi super mal là au-dessus, là, quand j'appuie sur là, j'ai mal. Voilà, donc en fait, elle décrit bien dans le motif douleur de la première commissure. Et donc, comme l'écho est normal, bah, elle l'envoie à l'IRM. Et l'IRM, elle est normale. Et du coup, la sabreuse, là, je la revois, je sais pas combien de temps c'était, un mois ou deux après. Et en fait, quand on l'examine, elle a en fait une vraie hypoesthésie en territoire radial sensitif. Et quand on remonte le long de sa branche sensitive en palpant, et ben en fait, c'est pas un syndrome du croisement qu'elle a, mais en fait, elle avait un petit névrome. Enfin, elle avait une souffrance, en tout cas, sur la branche sensitive, hein. Voilà, une neuropathie de Warten. Enfin, voilà, c'était ce qu'on appelle le Wartenberg, mais elle avait une sensibilité sur cette branche sensitive. Et on l'a envoyée à l'écho après. Elle a eu une infiltration, parce que non, j'ai pas le compte rendu d'écho. Voilà, elle a eu une infiltration en regard du petit épaississement de son nerf. Ça a très bien marché. Les symptômes ont complètement disparu. Alors, on n'a jamais su, en fait, pour elle, pourquoi il y avait cet épaississement. Est-ce qu'au sabre, ils se mettent des grosses tatanes avec leur sabre? Donc, parfois, le sabre touche le bras, mais bon, normalement, ils ont un gant. Ou alors, c'est par des gestes répétés, comme ça, en inclinaison ulnaire. On dit qu'il pourrait y avoir, voilà, par étirement, en fait, une atteinte de cette branche sensitive. Alors, le nerf musculo-cutané, c'est un nerf qui est quand même beaucoup moins impliqué dans le syndrome canalaire. Je vous en parle quand même parce que j'en ai eu deux qui étaient assez sympas. Donc, c'est un nerf qui part du plexus, qui traverse ensuite il y a la traversée du coracobrachial, et puis ensuite il va dans la loge antérieure où il donne les branches nerveuses du biceps et du brachialis. Et chez des gens qui ont un peu des hypertrophies musculaires, ça peut être bodybuilder, enfin voilà, des gens qui utilisent beaucoup certains groupes musculaires, elle peut être comprimée. Donc si elle est comprimée assez haut, en haut du niveau du creux axillaire ou un peu plus bas, on peut avoir un déficit moteur et sensitif. Si elle est comprimée par contre beaucoup plus bas, au niveau du coude, bah là on n'aura qu'une atteinte sensitive. Les branches motrices, elles seront déjà sorties vers les muscles, il n'y aura plus. Après, il fait que la sensibilité de la face médiale de l'avant-bras, et donc ça peut être des atteintes sensitives. Donc les gens, ils pourront se plaindre d'une espèce de fatigabilité dans le biceps, de douleur un peu de l'avant-bras. Voilà, ça peut être des douleurs vraiment assez diffuses. En EMG, on peut retrouver une altération du potentiel sensitif et on peut retrouver aussi une altération de la conduction motrice voilà, au niveau du bras. Les deux histoires que j'ai, alors le premier, je ne sais pas si vous voyez sur ce patient-là sur la photo, mais à gauche, son biceps, il est tout jeune, hein, je crois qu'il avait 16 ou 17 ans, son biceps est complètement fondu.
Et en fait, ce patient, c'est le fils du préparateur physique du pôle judo de l'époque. Et c'est le médecin du judo qui m'appelle, il me dit, ah, j'ai un truc trop bizarre, tu veux pas voir en EMG le fils du prépa? Il a fait une séance de muscu et puis il a plus de biceps. À l'écho, il n'y a pas de rupture du tout, il n'y a pas de rupture tendineuse. Donc là, je me dis, bon, un biceps, quand même, c'est bizarre, quoi, un musculo-cutané, puis il n'est pas épais, quoi. Et donc, en fait, il arrive, le patient, avec son père. Et donc, je retrouve, moi, une atteinte axonale du nerf musculo-cutané, motrice et sensitive. Et le père me dit, ah, mais vous pouvez pas regarder, à droite, il a aussi il a une compression du nerf ulnaire, ils veulent l'opérer au coude. Donc, en fait, il avait un autre syndrome canalaire ailleurs. Et là, après, il m'explique aussi qu'il a déjà eu ça à la jambe, qu'une fois, il a joué au foot, il s'est pris un coup de pied dans le genou, et après, il a été paralysé des releveurs pendant 3 semaines, quoi. Et en fait, ce patient, il a ce qu'on appelle une neuropathie thomaculaire, donc c'est une maladie génétique, souvent en forme familiale. Donc oui, après, je demande au prépa physique, je dis, mais est-ce qu'il y en a, son frère, c'est pareil? Non, le frère, ça va. Il me fait, ah, mais moi, par contre, pareil, moi, dès que je me fais un bleu, un truc, souvent, j'ai des muscles qui fonctionnent pas trop pendant 2, 3 semaines et puis je récupère. Donc en fait, c'était une forme familiale de neuropathie thomaculaire. C'est des nerfs qui sont très sensibles à l'étirement, à la compression, plus que la normale. Et c'est des gens qui ont des syndromes canalaires comme ça euh, voilà, un peu multiples. Faut toujours, voilà, toujours y penser si vous avez plusieurs syndromes canalaires répétés pour des compressions assez minimes. Lui, clairement, il ne passait pas sa vie à la salle de sport. Voilà, il faut y penser. Donc il a été à Créteil, hein, il y a un service voilà, à Paris, Créteil, un service spécialisé là-dedans. Ils ont fait les analyses génétiques à toute la famille et donc il était bien, lui et son père étaient porteurs du gène. Alors après, au niveau de l'épaule, bah, vous voyez, ça c'est un des kinés de l'INSEP hein, qui fait beaucoup de muscu, de crossfit. Hein, voilà, on peut vraiment hypertrophier ses muscles au niveau de l'épaule. Et l'épaule, ça fait vraiment des grands mouvements de circonduction. Typiquement, les nerfs, là, ils peuvent être étirés ou comprimés. Donc l'épaule, c'est pas simple, mais en gros, j'aime beaucoup le schéma, là, en haut. Ça répertorie un petit peu tous vos muscles. Et à gauche, vous avez le plexus. Donc il y a des nerfs qui partent assez tôt hein, du plexus comme le long thoracique, hein, qui part verticalement très tôt, qui est pluriradiculaire. Et après, on a par exemple le dorsal de la scapulaire dorsal, lui qui s'occupe des rhomboïdes de l'élévateur de la scapula. On a, voilà, lui on peut l'analyser seulement en détection avec l'aiguille. On a le trapèze hein, qui vient du nerf spinal. Voilà, trapèze sup moyen inférieur. On a le supral infraépineux qui viennent du nerf suscapulaire. On a le deltoïde, le petit rond qui viennent du nerf axillaire. Enfin voilà, il y a plein de nerfs dans l'épaule qui peuvent entraîner des douleurs de l'épaule ou alors des scapula lata. Voilà. Donc le nerf axillaire, donc vous l'aurez le nerf axillaire, moi je l'envoie en EMG sur des chutes, des traumatismes directs sur le moignon de l'épaule. Parfois, il se lèse une branche sur des luxations d'épaule, mais tout ça, c'est en aigu, c'est assez facile. Il y a un déficit brutal, il y a une hypoesthésie du moignon de l'épaule, c'est assez facile. Là où c'est moins simple, c'est dans le canalaire, en fait, hein, le tronculaire périphérique, dans le canalaire. Et ça, on le voyait souvent à l'INSEP, on le découvrait de manière fortuite un peu sur les IRM, mais des compressions en fait du nerf axillaire dans l'espace quadrilatère. Donc souvent, c'est des douleurs, ils se plaignent de douleurs postérieures de l'épaule, surtout en abduction, avec de la rotation externe. Voilà, en fait, ils se coincent, ils se pincent le nerf axillaire à cet endroit-là. Donc les trois branches, hein, la branche postérieure qui va au petit rond, celle qui fait le moignon de l'épaule, le sensitif, et puis la branche qui part en antérieur pour les trois chefs du deltoïde. Donc voilà, c'est un espace qui peut se réduire et en plus il peut y avoir des formations de bandes fibreuses voilà, qui font vraiment un effet clapet sur le nerf, abduction, rotation externe, ça comprime. Ça peut être aussi, il y en a par des hypertrophies du petit rond ou du triceps, et ben ça réduit cet espace. À l'INSEP, il y en a on a vu dans plein de sports, dont les sports de tennis de table, badminton, enfin voilà, les sports de raquettes, on en voyait assez souvent. J'ai pas mis de cas. Bon, voilà. Le nerf suprascapulaire, donc très intéressant, un nerf qui est souvent lésé.
voilà, qui sort du plexus. Il est plutôt issu des racines C5, C6, au niveau de ses réseaux de câbles, on va dire. Et puis il passe au niveau de l'épaule. Donc il y a deux structures où il peut être coincé. La première, là-haut, hein, l'incisure scapulaire. Et juste après cette incisure, il donne la branche motrice du supraépineux. Et puis ensuite, il continue de descendre et il passe là au niveau de l'épine de l'omoplate, dans l'échancrure spinoglénoïdienne qu'on voit ici. Et en fait, ici, il peut être comprimé par des kystes hein, qui viennent de la gléno-humérale. Ça, c'est un truc assez fréquent, même chez des non-sportifs. Mais ça peut arriver chez des sportifs. Et donc, il donne cette deuxième branche pour l'infraépineux. Donc là, les gens, ils vont présenter des douleurs postérieures de l'épaule et ils vont présenter des fontes musculaires. Et là, c'est le cas d'un handballeur. Son kiné, il arrive en équipe de France et là, son kiné, il dit, mais il y a un problème, quoi. Mais t'as un problème à l'épaule, t'as plus d'infraépineux, quoi. Et donc, effectivement, j'ai mis supraépineux, mais non, je crois que c'était juste infraépineux. Je me suis trompée. Il avait en fait découvert d'une amyotrophie, mais lui, ça le dérangeait à peine pour jouer. Il continue en fait de compenser sa rotation externe, euh, peut-être avec son petit rond. Voilà, il n'avait pas trop de problèmes pour jouer, mais en EMG, on avait une atteinte, hein, un allongement de la latence dissale entre la stimulation haute et ce muscle-là. On ne peut pas faire de conduction étagée pour ce nerf. Donc c'était allongé. Et puis en détection à l'aiguille, on avait des anomalies de détection dans ce muscle qui était tout amyotrophié. Lui, c'était une atteinte assez sévère. Et ce qui nous a posé problème chez lui, c'est un peu la question, en fait, en faisant l'IRM de l'épaule, le radiologue a vu qu'il y avait et un œdème de dénervation euh, dans l'infraépineux, mais aussi dans le petit rond. Alors on s'est posé la question, est-ce qu'il a et un syndrome de l'espace quadrilatère et un étirement de son nerf suprascapulaire à l'échancrure spinoglénoïdienne? Est-ce que c'est un parsonnage Turner avec deux troncs qui sont atteints? Voilà, c'était un peu la question qu'on s'est posée. Après, je ne sais pas trop ce qui lui est arrivé, mais il n'a pas été opéré parce que je crois qu'il avait un peu des contraintes professionnelles et qu'il avait quand même une bonne rotation externe. Je ne sais pas trop s'il a récupéré ou pas. Mais voilà, il n'y avait pas de kyste, il n'y avait pas de facteur extrinsèque qui comprimait son nerf. On aurait pu se dire on va quand même tenter une neurolyse pour un peu dégager le nerf de ces structures qui peuvent être compressives. Ou... Je ne crois pas que ça a été fait parce que voilà, il a plutôt bien géré. Donc voilà. Et comme quoi on peut quand même bien compenser avec du deltoïde, avec des rhomboïdes. Son petit rond, on peut quand même compenser. Le nerf spinal, c'est le dernier. Je vous le présente parce que c'est Xavier Barrault, qui est médecin à l'Opéra de Paris, qui avait publié ce cas, parce que moi, j'en ai jamais vu. C'est une des rares causes chez le sportif d'atteinte du nerf spinal qui s'occupe du trapèze. C'est un danseur, en fait, c'est sur un mouvement d'extension de cou. Un danseur de danse, je crois qu'il fait du moderne. Enfin bref, il a fait un gros mouvement d'extension de cou et il s'est étiré son nerf spinal. Donc ça donne vraiment une amyotrophie du trapèze. Ça se voit beaucoup sur le trapèze supérieur, plus que sur les autres. Et voilà, on avait des anomalies EMG à la conduction motrice et en détection à l'aiguille. Euh, Très important, le nerf fibulaire commun. Donc lui, c'est très très important, vous le verrez souvent chez vos sportifs. C'est un nerf donc, qui est issu du tronc sciatique, ça se sépare en tronc tibial, en tronc fibulaire, et très très souvent chez notre coureur, il peut être comprimé au col. Donc qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir un ralentissement, on va stimuler le nerf avant, après le col, on va voir que ça ralentit entre les deux parties, on peut avoir des atteintes axonales, et ensuite, comme il y a une partie profonde motrice et une partie qui est motrice et sensitive après le nerf fibulaire superficiel, on aura une atteinte vraiment sensitive du dos du pied. Là, on le voit chez cette patiente que j'ai vue il n'y a pas longtemps. Elle a un gros ralentissement. Là, elle passe d'une vitesse à 55. Elle est à 55 de vitesse et entre le suscol, entre au-dessus et en dessous du col, elle est à 24, donc ça ralentit. Elle a même abîmé son nerf. Elle a une atteinte des amplitudes, une atteinte axonale. Les autres nerfs vont très très bien. On voit qu'en sensitif, ben, son nerf, il fait 6,4 alors que de l'autre côté, il fait 21,2 microvolts et il est lent. Donc elle a une atteinte typique qui touche du coup la branche superficielle et profonde, euh, et ça ralentit au niveau du col, donc pas de doute. Et là, je vais vous raconter l'histoire, je sais pas s'il y en a certains qui le suivent sur Insta. Germain Grangier, c'est un ultra trailer qui en fait ça fait des années.
Enfin, ça fait pas des années, mais ces derniers temps, il a souvent abandonné ses courses parce que il dit que c'est. Lui, il dit, au départ, il dit mes quadriceps ne répondaient pas. C'est intéressant d'aller voir sur Instagram parce qu'il raconte tout. Mais voilà, lui, au début, il dit qu'il a des douleurs dans les jambes et que ses quadriceps ne répondent pas. Il a dû abandonner et voilà. Et en fait, il a fait un tas d'examens. Et donc, je lui ai écrit en fait pour un peu savoir ce qui s'était passé. Il a fait un tas d'examens, ce patient, ce sportif. Il a fait 3 EMG qui étaient normaux, euh, alors que pourtant, il présentait clairement après, pendant les courses et puis quelques jours après la course, une faiblesse dans les jambes. Et puis au final, il a vu un confrère du Sud qui a réussi à poser le diagnostic de compression du nerf fibulaire au col. Il y a un EMG, il m'a raconté qu'il y a un EMG où il y avait un peu d'anomalie à la détection dans le tibial antérieur, mais ils n'ont jamais trouvé de ralentissement au niveau du col. Ils ont fini par faire un test anesthésique, ils sont allés mettre des corticoïdes, enfin un anesthésiant et des corticoïdes au niveau du nerf, au niveau du col. Il s'est senti nettement amélioré, il a récupéré suite à ces tests, et puis après ça a récidivé, donc c'est l'équipe de Nîmes, docteur Marès, voilà, qui l'a opéré, ils ont neurolysé ses nerfs, et là il récupère. Donc voilà, lui vraiment c'est le modèle type, bah, il est dans l'ultra. Lui, ses efforts, bah, ils sont hyper intenses et tout. Et même si le MG était normal, bah, en fait, non, le diagnostic, il est là, il avait une compression des nerfs fibulaires au col. Au début, c'était vraiment infraclinique, il récupérait vite, même l'examen clinique était normal. Et puis après, ça s'est tout doucement, ça s'est aggravé jusqu'à que le diagnostic soit confirmé, que les tests anesthésiques aient été faits, et puis il a fini par être opéré. Là, il est en cours de rééducation. Donc, on peut aussi avoir des atteintes du nerf fibulaire superficiel. Celui-là, c'est la petite branche. Alors, si c'est juste en dessous de la sortie des branches motrices, ça peut être une atteinte purement sensitive. Si c'est au-dessus, on peut avoir une atteinte des fibulaires et une atteinte sensitive. Et ça, j'ai pareil, une escrimeuse à l'INSEP qui avait des douleurs de jambes. Donc, c'est pas moi qui l'ai vue au départ. Elle avait été envoyée, du coup, pour des douleurs. Partie distale de la fibula, elle a été envoyée à l'IRM. L'IRM, ben, ils n'avaient rien retrouvé à part un petit hypersignal en regard de la ponévrose périphérique du fibulaire. Bon. Et puis en fait, après, c'est pas moi qui l'ai revue, hein, qui posait le diagnostic, elle a été revue, et puis en fait, c'était vraiment des douleurs neuropathiques du dos du pied. Ils ont retrouvé un petit névrome juste à la sortie de la ponévrose des fibulaires, là où en fait il y a un petit hypersignal. Ils ont retrouvé un névrome, ils l'ont infiltré, et elle a guéri. Voilà. Voilà. On peut retrouver des atteintes à l'EMG, des atteintes sensitives. Si c'est juste en bas, il n'y aura pas d'anomalie dans les muscles. Dernier nerf, je crois, ou avant-dernier, nerf tibial. Donc je vous en parle parce qu'on me demande très souvent des EMG des pieds pour les branches distales du nerf tibial. Et très souvent, je ne trouve rien. C'est hyper difficile, hein. Alors soit je trouve des neuropathies bilatérales des membres inférieurs. C'est très difficile à étudier, les petites branches distales. C'est vraiment pas évident. Donc c'est pareil, si on vous rend EMG normal, ça n'exclut pas le diagnostic. D'accord? Donc le nerf tibial, il peut être comprimé assez haut, au niveau du creux poplité ou un peu plus bas dans le mollet. Ça peut être des conflits musculaires, des hypertrophies musculaires. Voilà. La plupart du temps, on me les envoie, moi, pour des tunnels tarsiens, avec donc le plantaire. Donc juste avant le tunnel, il y a un petit nerf calcanéen médial qui sort, et puis après, il y a le plantaire latéral, le plantaire médial qui sort. Le plantaire latéral sort, il y a une petite branche, hein, la branche de Baxter, qui est le nerf calcanéen inférieur qui sort à ce moment-là, qui va vers l'abducteur du cinquième, voilà, qui peut être touché, qui donne des pseudo-douleurs type aponévropathie plantaire. Et dans les formes tardives, à l'IRM, on voit un œdème de dénervation de l'abducteur du 5. Voilà, le tunnel tarsien, finalement, soit il y a un truc extrinsèque qui comprime, soit c'est les gros arrière-pieds valgus. On peut retrouver des anomalies en EMG, mais franchement, c'est pas hyper évident. Donc voilà, la petite neuropathie de Baxter dont je vous parlais, hein, la petite branche se sépare du nerf plantaire latéral assez tôt. Elle passe sous le pied, dans différents muscles. Elle va jusqu'au bord latéral au niveau de l'abducteur du 5. Voilà, elle peut être comprimée et mimer des douleurs d'aponévropathie plantaire. Voilà, très difficile à explorer. Et si c'est normal, il ne faut pas s'inquiéter.
Dernier nerf, le nerf fémoral, donc c'est un gros tronc nerveux, mais c'est très rare qu'il soit comprimé en haut, que j'ai des atteintes du nerf fémoral, enfin, ça n'arrive jamais. Par contre, ce qui peut arriver, c'est les saphènes internes, le nerf saphène interne, donc c'est une branche sensitive qui se sépare assez haut du nerf fémoral, voilà, qui traverse les adducteurs et puis qui descend sur le bord interne de la jambe. Voilà, et la zone de compression, c'est le canal de Hunter. Voilà. Et ça peut être une zone vraiment de compression. Il faut examiner les gens, chercher une hypoesthésie, puis il faut aller comprimer le nerf le long de son trajet et chercher une zone gâchette. Et on a eu le cas à l'INSEP, hein, c'est la Agathe qui s'occupait de la gym qui m'a appelée parce qu'elle a une athlète qui avait une douleur super bizarre qui descendait bord interne voilà, de jambe jusqu'à la malléole, qui s'arrêtait à la malléole. Et c'était une douleur vraiment très neuropathique. Et en fait, quand on est remonté le long de son nerf, ben, on a vraiment retrouvé une zone gâchette. Jérôme Renou s'est essayé à faire un test anesthésique. Euh, Ça a été compliqué de savoir finalement si ça marchait bien ou pas. Parce que oui, elle avait plus mal, mais en fait, elle avait un peu toute la jambe qui était anesthésiée. Ça a un peu suffusé un peu plus haut au niveau du nerf fémoral. Voilà, donc elle était un peu endormie de partout. Ça a été un peu difficile de savoir. Au final, c'est passé. Et c'était en gym. En fait, elle avait fait un mouvement d'étirement fort des adducteurs. Et c'était à partir de ce moment-là où elle s'était mise à avoir mal. Voilà pour elle. Donc, c'est très rare le saphène interne, c'est pas celui-là qui a à retenir. Au membre inférieur, vraiment chez vos sportifs, c'est le SPE, enfin le fibulaire commun au col. Très très important de le retenir celui-là. Pareil, il peut y avoir un EMG normal alors que les patients souffrent de ce. Vous décrivent vraiment à l'effort. Au bout d'un moment, ils n'arrivent plus bien à relever le pied, ils ont une fatigue, une lourdeur des jambes. Il faut y penser. Il ne faut pas hésiter à aller faire un test anesthésique, une petite hydrodissection autour du nerf au col et voir si ça les améliore. En conclusion, du coup, très très important, j'espère que vous avez retenu que l'interrogatoire, écouter vos patients, croire vos patients, c'est très important. Quand vous avez éliminé un peu toutes les causes ostéo-articulaires, que c'est pas ça, faut vraiment pas hésiter à penser à vos pathologies tronculaires, périphériques. La triade clinique, votre examen clinique bien mené, aller chercher une zone douloureuse, un tunnel, aller chercher un scratch collab test, ça peut vous aider. Vous appuyez d'examens complémentaires. Le MG, c'est un super examen complémentaire. C'est difficile, mais je pense que vraiment le médecin du sport a toute sa place pour faire cet examen complémentaire. L'échographie, l'IRM. Retenez bien qu'un EMG normal n'élimine pas le diagnostic. Ne pas hésiter à faire des tests anesthésiques, des infiltrations, des hydrodissections. Et voilà. Et ça peut être vraiment une prise en charge pluridisciplinaire entre le chirurgien, le radiologue, le médecin du sport. Quand il y a des critères de sévérité immédiats, bah, bien sûr qu'on opère, on ne perd pas de temps, on ne laisse pas le nerf s'abîmer, surtout chez nos sportifs. Même parfois, si c'est gênant pour le sportif, même s'il n'y a pas de critères de gravité, ça peut quand même, en échec de traitements médicaux bien conduits, il peut quand même y avoir une indication chirurgicale si rien n'a été efficace dans les traitements médicaux. Voilà, donc je vous ai mis, pour ceux qui aimeraient se mettre à l'EMG, franchement, je vous le conseille. Il y a ce DU qui est à Nîmes, là, bah, là où Germain Granger a été opéré, là, en gros à Nîmes au CHU. Il y a un service d'explo fonctionnel neuro où c'est moitié neurologue, moitié médecin MPR. Voilà, les neurologues, effectivement, plus les SLA, les neuropathies. Les MPR font beaucoup plus du tronculaire périphérique, le suivi de toutes les lésions plexiques. Voilà, c'est un super DU. Il y a 3 semaines de stage chez eux, c'est vraiment totalement génial. Après, voilà, il y a une formation, Georges de Corvin, qui est MPR à Rennes, qui fait une formation privée. C'était un DU avant, ça l'est plus. Et puis après, il y a les DU de neurologie, hein, de neurophysio, où il y a aussi de l'EMG, mais là, c'est vrai qu'il y aura moins ce côté appareil locomoteur, orthopédie. Ça sera beaucoup plus neuro. Donc, je pense moins adapté aux médecins du sport. Je vous recommande vraiment, moi, plutôt ces deux formations. Je vous ai mis à la fin, moi, mes petites fiches dont je me sers parce que parfois j'oublie. Même souvent j'oublie, donc j'ai plein de petites fiches avec moi pour mes testings quand j'ai un doute sur comment tester. Après maintenant je fais toujours un peu les mêmes, mais voilà, je vous ai mis en fin de topo comment tester bien vos muscles séparément. Voilà, pour le poignet, les doigts, la main globalement, je vous ai mis tout ça voilà à la fin. Voilà, donc je pense que vous aurez tout. Voilà, merci à tous. Merci beaucoup Camille, c'était hyper intéressant.
Je sais pas s'il y en a qui. Moi, j'ai juste quelques questions, Ouais, enfin, brièvement, hein, après on te libère. Il est déjà tard. Une première question, c'est vrai qu'on a eu un dossier sur le dossier du nageur que tu as présenté avec ouais, les fatigabilités. Il y a Sébastien qui a présenté au staff exactement la même histoire. Il y a Thibaut qui m'a envoyé un message pendant la présentation. Moi, j'ai une question parce que du coup, il a fini par être pris en charge par la chirurgien. ouais. Est-ce que ça a marché, la chirurgie, pour lui? Oui, oui, je crois bien que ça a été. Ok. J'ai pas re à distance, mais oui, oui, je crois que ça a Et du été. coup, sur une histoire comme ça, est-ce que t'attendrais pas d'avoir finalement un EMG qui se positive? Tu ferais un test diagnostic Ouais, et du coup, tu ferais un test anesthésique ouais. pour faire le diagnostic, quoi. Ok. Et en fait, je pense qu'après, il faut en discuter avec le patient. Il y a des chirurgiens qui sont peut-être plus frileux que d'autres. Mais c'est vrai que voilà, moi je travaille avec certains chirurgiens, Thomas Appart, Mathilde Gras, Didier Fontes, voilà, qui étaient voilà, pas frileux de se dire on a tout essayé, même s'il n'y a pas de critères de gravité, ben, on opère, alors que eux, leur recommandation à eux, c'est d'avoir des critères de gravité pour opérer un nerf, hein. Mm. Je pense que c'est une discussion qu'il faut avoir aussi avec le patient, de se dire, ben, ok, voilà, il y a un moment, moi, notre nageur, là, il en pouvait plus, quoi. Il pouvait plus nager, il pouvait plus performer, donc c'était soit il arrêtait le haut niveau, et il voulait pas arrêter le haut niveau. Donc voilà, là, ça a été une discussion collégiale. C'est sûr qu'on sort un petit peu parfois du cadre théorique, mais c'est là où c'est hyper intéressant. Bah oui, c'est clair. Et puis, comme tu dis, en fait, l'implication professionnelle que ces patients y ont font qu'on est obligé de sortir un peu des cadres classiques des indications chirurgicales. Ouais, bah oui, c'est sûr. J'ai une dernière question. Alors, il y a Mathilde, non, il y a Pauline qui demande si tu as un mail à nous donner pour éventuellement échanger sur des cas Ouais, cliniques complexes. bah suis là, la camilleRose.med. Voilà, Donc camilleRose tout attaché, .med@gmail.com. j'ai écrit à gmail.com. Et donc, moi, j'ai une dernière question. Enfin, j'ai plein d'autres questions, mais je vais essayer d'être bref. Euh, au niveau des thérapeutiques non chirurgicales, Ouais. est-ce que est-ce que tu choisis entre l'hydrodissection en gros et infiltration cortico plus anesthésique locale? Comment tu vas choisir? Et est-ce qu'il y a Moi, des protocoles? je commence par le test Anest avec un peu de cortico Ouais. d'abord. Ouais. Ok. Et Euh, après, sur l'hydrodissection, c'est quoi? Tu leur mets du G5, gros oui, c'est volume autour ça, du nerf? G5 ou même ils décrivent avec du G20. À l'INSEP, ils avaient mis du G5. Et en fait, c'est aussi, par exemple, c'est pas adapté, je trouve, au canal carpien, par exemple, Mm. l'hydrodissection, parce que c'est vraiment un espace fermé, c'est un Mhm. truc fibreux, serré, donc tu t'as beau, en fait, tu vas Oui, pas pouvoir écarter c'est le contre-productif, quoi. canal. Voilà, c'est contre-productif, tu rajoutes du volume. Par contre, sur un endroit où c'est plutôt musculaire, des masses musculaires, des petites adhérences fibreuses, Mm. en fait, c'est vraiment de se dire, on va libérer un peu l'espace, on va un peu dilater, voilà, l'endroit où le nerf est serré, et puis ça va mieux passer, quoi. Ok. Voilà, vraiment, les kinés utilisent beaucoup, il y a une mode un peu en ce moment en kiné, ils font de la neurodynamie, Mm. faire circuler le nerf, mais en fait, c'est un peu le principe de Ouais, ouais. l'hydrodissection, c'est rendre de la place pour que le nerf, il bouge, hein, il est dynamique, il bouge avec les muscles, avec les articulations, et c'est pour rendre un peu de mobilité au nerf, ouais. Ok, merci beaucoup. Et je sais pas si quelqu'un d'autre a une question. Alors, pour compléter ce que disait Camille, j'ai vu qu'il y avait aussi une nouvelle formation, le DU de NMG a réouvert, mais à la fac de Reims. Et donc, de Corvin, a priori, coordonnateur Ah ok, de la formation. il fera à Reims, ok, pas à Rennes du coup. Ouais, depuis cette année. Ok, moi tu vois, je savais pas. Et donc, une dernière question pratique et après, on te laisse tranquille, Camille. Est-ce que tu arrives à déterminer... Alors, c'est une question que je me pose parce qu'en fait, Ouais, par rapport, tu sais, aux infiltrations de PRP, au peignage, surtout les peignages tendineux, comme on peut pas trop mettre d'anesthésiant local la zone où on va foutre les PRP parce que sinon ça empêche en fait les plaquettes de coller. Moi, j'en avais discuté avec Raphaël Campagna que tu as ah, bien connu sûr, à l'INSEP et il me disait, mais en fait, la solution, c'est de faire un bloc un anesthésique sur, bloc sur un nerf anesthésique, purement ouais. sensitif qui est à côté. Mais en fait, parfois, tu décrivais les variations anatomiques. Comment savoir si c'est le nerf radial ou le nerf musculocutané, par exemple, quand tu vas faire des épicondyliens? Est-ce que toi, par exemple, à l'EMG, tu es capable de cartographier quel nerf
Fais le territoire Non, sensitif. tu peux Non. pas cartographier, mais bon, globalement, quand même, il y a des territoires assez. Ouais, non, mais oui, il y a des variations anatomiques, mais tu es censé pouvoir repérer quand même ces gros troncs, ce gros tronc radial, tu es censé pouvoir le. Oh, le petit bébé! Tu es censé pouvoir le repérer, quoi. Après, c'est très intéressant, les blocs comme ça. Ils le font beaucoup, par exemple, pour quand ils font des aponeuropathies plantaires en PRP ou en diprostène, bah, en fait, ils font un peu au-dessus du tunnel. Là, Ah oui, bien sûr. ils font un bloc au niveau du nerf, voilà, du nerf tibial, et puis après, ils y vont tranquille, quoi. Le patient n'a Ok. plus. Et tu peux mettre des PRP, t'as pas besoin, du coup, t'as pas tes anesthésiants. Et oui, c'est intéressant de l'utiliser. Après, il faut avoir le temps, parce qu'en vrai, après, ton patient, tu dois le garder, parce qu'il est anesthésié pendant longtemps. Oui, 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 mais après, sur Et des aussi, dispositifs voilà. purs, c'est moins embêtant. Mais en fait, on s'est posé la question parce qu'en fait, on en avait fait plusieurs coup sur coup quand j'avais fait mon début d'écho avec lui. Et en fait, du coup, parfois, ça marchait très bien parce qu'en fait, on était probablement sur la bonne manche. Donc, lui, Ouais, il faisait que le nerf radial. Et puis, en ouais, fait, il y avait une fois sur trois où ça marchait pas. Et en fait, ouais. c'est parce que probablement que c'était une variante anatomique. Et voilà. Donc, c'était ma question. Oui, ou ouais. Non, non, mais c'est pas évident, mais s'il y a certains troncs, je pense que ça peut être bien. Après, tu vois, sur ton nerf tibial, quand tu fais une aponévrosite plantaire, bah en fait, tu peux pas, enfin, il est mixte ton nerf, Ouais, donc tu ouais. fais et le moteur et le sensitif, quoi. Ah oui, c'est sûr. T'as pas forcément des branches que sensitives, donc, Mm. mais je pense que c'est intéressant. Et avant, moi, je faisais tout faire à l'INSEP, donc j'ai jamais fait. Et puis maintenant que je ne suis plus à l'INSEP, j'ai dû me sevrer de mes radiologues préférés, et donc j'essaye de faire un peu plus les choses toute seule, quoi. Mm. Ok. Et alors, il y a une dernière question de Pauline qui est arrivée un peu en retard et qui nous disait qu'est-ce que le stretch collab test? Est-ce que tu peux lui Le scratch réexpliquer collab test. J'ai mis des petites vidéos dans le topo, enfin j'ai mis des liens YouTube sur des petites vidéos. En gros, la théorie du scratch collab test, c'est quand tu as un nerf qui est coincé quelque part, si tu l'irrites, si tu le grattes, il va inhiber tout ton hémicorps. Donc pas que la rotation, on teste sur la rotation externe, mais ça va être tout l'hémicorps qui va devenir faible pendant quelques secondes. Donc voilà, tu vas tester ta rotation externe, tu vas aller titiller le nerf, par exemple, au canal carpien, et puis quand tu retestes ta rotation externe, et ben, oups, il y a un effondrement de la force pendant quelques secondes. Voilà, ça a été décrit, ça a été testé. Le problème de ce test, c'est qu'il y a quand même un petit côté un peu comme un peu, est-ce que ton bras s'effondre pas parce que tu mets pas plus de force? Euh, il y a eu des tests cliniques qui ont été faits qui trouvaient une bonne sensibilité et spécificité par des équipes qui le font souvent. Il y a aussi des tests qui ont été faits avec des mesures précises de la force, des dynamomètres, et qui ne retrouvent pas de différence de force, quoi. Donc, je sais pas, je le fais, mais je suis pas entièrement convaincue. Je suis toujours un peu dubitative. Je suis assez cartésienne et du coup, parfois, j'ai un petit peu l'impression chez certains qu'on est plus dans le spectacle de magie que dans un truc très cartésien.